Bonjour et bienvenue sur Planète Horizon. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque, un renaissance-man, un philosophe et un homme de science. Jean Stone, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Planète Horizon. Nous sommes dans un lieu prestigieux, nous sommes à l'Hôtel des Feuillants, un espace dédié au débat politique. Et aujourd'hui, nous allons gloser, si vous me le permettez, sur un sujet assez sérieux qui allie la science et la religion à certains égards. Monsieur Stone, vous êtes diplômé en mathématiques, vous êtes diplômé en sciences politiques, en paléontologie, en management. On a un peu du mal à saisir ce que vous êtes en réalité. Oui, en fait, ma démarche a toujours consisté à essayer de sortir des différentes boîtes. La société moderne, on y reviendra, est très efficace, mais elle vous enferme dans des boîtes. Si on est par exemple professeur de philo, on est rarement manager et on est rarement artiste. Vous voyez, alors qu'à l'époque de la Renaissance, prenez les différents, que ce soit les Newton, Descartes, Léonard de Vinci, etc., ils avaient une approche interdisciplinaire. Vous voyez, ils avaient une approche globale. Et donc, la parcellisation du savoir, c'est quelque chose qui lui peut être très performant dans un domaine limité, mais qui nous prive d'une vision globale. Donc, j'ai voulu essayer d'incarner, dans la mesure du possible, et dans ma propre vie, dans une civilisation qui nous met dans des boîtes, j'ai voulu essayer d'incarner une démarche qui refuse justement de se faire, si j'ose dire, mettre en boîte, et donc d'avoir une démarche globale qui passe par justement la science, le management, la philosophie, la réflexion aussi, le dialogue entre les civilisations et les religions. Si on analyse les thèses que vous développez, il semblerait que pour vous, la science soit en train ou déjà en train de changer de nature. Oui, effectivement. Je crois que c'est un des événements qui passe peut-être inaperçu à notre époque, c'est qu'au cours du XXe siècle, une immense mutation a eu lieu. La science classique, celle que nous connaissons tous, celle issue de Newton, Copernic, Galilée et Kepler, etc., c'est une science d'abord déterministe et mécaniste, vous voyez, où le monde est comme une série de grands engrenages, un peu comme les vieilles montres, les belles montres à l'ancienne, on a des engrenages qui s'engrènent les uns dans les autres. Donc le monde est mécaniste, et le sommet de ce monde a été atteint en 1800 avec le marquis Simon de Laplace, qui dans son célèbre ouvrage « Le système du monde » disait que, effectivement, si on connaissait la position et la vitesse de toutes les particules à un instant T, eh bien, on pourrait en connaître tout le futur de l'univers. En théorie, plus rien ne serait incertain. Vous voyez, il n'y a plus de place pour la liberté, pour le libre arbitre. C'est une vision du monde très particulière qui a été très performante aussi. Parce que si on dit, ouais, ça c'est Dieu qui l'a fait, donc on arrête de chercher, c'est vrai que c'est un frein à la recherche. Donc se dire, oui, il y a une cause physique à tout, on peut tout comprendre. On peut, en d'autres termes, dévoiler le réel. C'est ça l'idée de la science classique. Le réel, on peut le mettre à plat sur cette table. Comme on prend une montre et qu'on met les engrenages à plat les uns à côté des autres, eh bien, on peut dévoiler le réel comme ça. Eh bien, la grande nouvelle, c'est que la science elle-même, et pas la religion, pas la philosophie, pas la métaphysique, la science elle-même a démontré que ce projet était impossible. Et cela, elle l'a fait par des choses comme la mécanique quantique, avec justement un des grands physiciens français dont je m'inspire, qui est Bernard d'Espagna. Eh bien, la physique quantique vous dit, avec le principe de la certitude de Heisenberg, qu'il y a une limitation fondamentale à la connaissance que vous pouvez avoir du réel. Et le rêve de Laplace a explosé parce qu'on ne peut pas connaître à la fois, par exemple, la position et la vitesse d'une particule au même moment. Avec la théorie du chaos, on sait qu'on ne peut pas prédire la météo à 3 semaines parce qu'il faudrait, c'est l'histoire du battement d'ailes de papillon, vous savez, qui déclenche une tempête, etc., etc. Donc, si vous voulez, la logique elle-même, les mathématiques, le fameux théorème d'incomplétude de Gödel, un résultat extraordinaire, un Big Bang dans le monde des mathématiques qui nous dit que tout système humain, dans tout système humain logique, eh bien, si ce système est complet, il est incohérent. Donc, pour qu'un système logique soit cohérent, c'est ce qu'on lui demande, il faut qu'il soit incomplet. Donc, vous voyez, incomplétude,
incertitude, imprédictibilité. Dans tous ces domaines-là, il y a une mutation de la science qui sait maintenant qu'elle ne pourra pas tout dévoiler. Le progrès va continuer, mais comme le dit Bernard d'Espagna, eh bien, le réel restera en partie voilé. Et ça, je crois que c'est une découverte fondamentale. Et je dois insister sur le fait que ce n'est pas un renoncement à comprendre, parce qu'au contraire, c'est une meilleure compréhension de la situation de l'homme dans le monde. En d'autres termes, on sait très bien pourquoi on ne saura jamais certaines choses. Vous voyez, la différence épistémologique est énorme avec « on ne sait pas », ça c'est le renoncement à comprendre, et là, non, on sait de façon extraordinairement précise pourquoi on ne saura jamais certaines choses. Et ça, c'est vraiment nouveau au plan épistémologique, et ça nous amène à une nouvelle conception de la science. Alors vous avez cité donc, le professeur d'Espagna, qui est un de vos maîtres à penser. Nous allons justement suivre une interview qu'il a donnée donc, pour cette émission. Monsieur d'Espagna. La modification la plus importante, à mon avis, ça a été le discrédit porté sur le mécanicisme cartésien et sur son lointain continuateur, à savoir l'atomisme philosophique, l'atomisme conçu comme vue du monde. Le mécanicisme cartésien, c'est en gros l'idée que nous disposons d'un certain nombre de concepts, pas très nombreux, qui, concernant la description du monde physique, je ne parle pas de l'esprit, mais concernant le monde physique, sont des concepts sur lesquels on peut faire absolument confiance. C'est-à-dire qu'ils sont vrais à toute échelle. Ce sont des concepts évidents, donc évidemment vrais, si vous voulez. Le concept de position dans l'espace, par exemple. Un objet a à chaque instant une position déterminée dans l'espace. Et finalement, vers la fin du XIXe siècle, on a vu dans cet esprit-là apparaître l'atomisme conçu comme vision du monde. Le monde, en gros, est constitué essentiellement de petits objets tout petits, une myriade de petits objets tout petits qui interagissent entre eux, mais par des forces qui, naturellement, sont d'autant plus faibles que les deux objets qui interagissent sont plus éloignés l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et c'est grâce à ces interactions, bien sûr, que finalement s'explique toute la diversité, le chatoiement du monde qui nous entoure. C'est le scientisme, si vous voulez. Et le scientisme est quelque chose qui est répandu, bon, chez pas mal de scientifiques, pas tous, loin de là, mais chez pas mal d'entre eux, et également dans le grand public, par osmose. Et le point important de la physique contemporaine, à mon avis, c'est justement qu'elle réfute tout à fait cet atomisme conçu comme vision du monde, vous voyez. Il y a des expériences maintenant qui montrent que si on l'érige en vision du monde, si on dit la réalité est faite comme ça et puis point final, eh bien c'est faux. C'est faux en ce sens que on déduit de cette idée des conséquences qui ne sont pas vérifiées par l'expérience, que l'expérience contredit. Alors vous remettrez en cause, en vous écoutant, que le réchauffement climatique soit d'origine humaine. Est-ce que vous êtes un climato-sceptique ? Non, en fait, moi je ne suis pas climato-sceptique, j'essaie simplement de montrer là aussi comment le public peut être désinformé. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand il y a eu Copenhague, le sommet de la Terre, tous les chefs d'État étaient là. Un mois après, j'ai découvert, au cœur même du groupement, vous savez, le fameux GIEC, le groupement international d'études du climat, c'est-à-dire pas chez des climato-sceptiques, pas chez Claude Allègre, hein, j'ai découvert des courbes
une courbe, simplement, la courbe de température annuelle de la Terre, qui montrait que depuis 10 ans, eh bien, il y avait une hausse très forte entre 80 et l'an 2000. Et si vous voyez maintenant cette courbe à l'écran, ben vous voyez qu'entre 2000 et 2009, cela s'est arrêté. Et j'ai été stupéfait et sidéré qu'une information aussi importante n'ait jamais été portée à la portée du grand public dans une année où tout le monde ne parlait que de ça. Et je me suis rendu compte, si vous regardez maintenant l'image suivante qui apparaît à l'écran, je me suis rendu compte que dans de nombreux médias, y compris dans les grands médias type le Monde, Libération, etc., Le Figaro, on présentait cette deuxième courbe qui n'est pas fausse comme vous le voyez, mais qui... C'est très amusant, c'est une courbe qui n'est pas fausse et qui à la fois est tout à fait malhonnête. C'est-à-dire qu'elle vous enlève l'information essentielle, on présente la température 10 ans par 10 ans. Donc évidemment, la dernière décennie est la plus chaude de tous les temps, sauf que l'information essentielle que la croissance de la température de la première à la dernière année de la décennie, que cette croissance s'est arrêtée, qu'on a un plateau, eh bien, a été, évidemment, passe à la trappe. Et donc, quand j'ai découvert ceci, j'ai décidé d'un peu de faire une enquête là-dessus, et je me suis rendu compte qu'il y avait un double lobby, là aussi, mais très spectaculaire. D'un côté, vous avez un lobby qui est le lobby de l'industrie, évidemment derrière les industries du pétrole et d'autres, et vous avez des gens qui ont nié l'existence des trous dans la couche d'ozone, puis qui ont nié que le trou dans la couche d'ozone était d'origine humaine, puis qui ont nié que la Terre se réchauffe alors qu'elle s'est réchauffée de façon maximale, je vous le dis, et vous le voyez, vous l'avez vu sur la première courbe présentée entre 80 et 2000, voyez, et maintenant il nie aussi que ce réchauffement est d'origine humaine. Donc quand vous dites que le réchauffement n'est peut-être pas d'origine humaine, tout de suite on vous accuse, on dit qui vous paie pour dire ça? Puisque vous vous retrouvez en très mauvaise compagnie. Vous vous retrouvez en compagnie de gens qui ont désinformé, qui ont menti au nom évidemment d'intérêts industriels. Mais d'un autre côté, j'ai découvert, et je ne suis pas le seul, que les écologistes faisaient la même stratégie que les communistes dans les années 1960. Face au crime de Staline, vous connaissez la fameuse formule « il ne faut pas désespérer Billancourt », c'est-à-dire les ouvriers de la régie Renault à Billancourt. Il ne faut pas leur expliquer que le communisme fait des crimes abominables et tue des gens par centaines de milliers et de millions. Eh bien, donc ça, je crois que c'est une très mauvaise stratégie. La stratégie de dire, si on dit la vérité aux gens, c'est-à-dire par exemple que le réchauffement s'est arrêté depuis 10 ans, ce qui ne remet pas en cause le fait qu'il pourrait repartir, ce qui ne remet pas en cause totalement le fait qu'il est d'origine humaine. Non, non, non. Mais simplement, on cache un fait, c'est juste un fait, parce qu'on a peur que les gens se démobilisent. Et ça, je pense qu'il y a une très mauvaise stratégie, parce que la vérité finit toujours par surgir, et elle finit toujours par vous retomber dessus si vous avez essayé de la cacher. Et donc, je pense que c'est un point important. Là aussi, j'ai essayé de faire un travail vraiment qui a été reconnu, d'ailleurs par un certain nombre de personnalités, un travail pédagogique pour montrer les désinformations des deux côtés. Et je pense que sur la question du climat, mon livre est le seul, il y a énormément de livres, mais le seul à montrer les désinformations des deux côtés à la fois. Nous allons donc écouter l'interview de M. Courtillot, qui est un spécialiste en la matière. Je sais que la seule chose qu'on mesure depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère. Les signes révélateurs, c'est qu'il n'y a plus de saison. Donc l'été, on a genre une semaine de canicule et après, il pleut. Ce ne serait pas pour nous un réchauffement climatique, mais un refroidissement, mais sur le plan mondial, plus un réchauffement. Oui. Pour moi, il n'y a pas de réchauffement climatique et il y a un peu trop de pub là-dessus. Donc il est certain que petit à petit, et les années passant, la Terre se réchauffe de plus en plus. Donc il y a un danger potentiel qui arrive, c'est clair. Si je vous réponds rapidement, je vous dirais oui, en gros, il y a apparemment un réchauffement global au cours du XXe siècle, mais ce réchauffement est très variable d'une région à l'autre et d'un moment à l'autre. D'une région à l'autre. Nous avons repris les données des stations météorologiques d'Europe et d'Amérique du Nord et nous avons recalculé l'évolution du climat sur le XXe siècle dans ces deux continents. Elles n'ont rien à voir. En Europe, la température est rigoureusement constante jusqu'en 1986. Elle fait un saut de 0,6 ou 0,7 degrés Celsius en 1986-87 et depuis, elle semble s'être maintenue sur un palier. Donc en Europe, oui, il y a un réchauffement climatique, il n'a pas du tout la forme à laquelle vous êtes habitués, il a la forme d'une marche d'escalier. Et avant 1986, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé en 1986? Alors on va regarder en Amérique du Nord.
Et qu'est-ce qu'on voit en Amérique du Nord? Une courbe qui n'a rien à voir. Un réchauffement considérable de 1900 à 1930, un refroidissement de 1940 à 1970, un réchauffement de 1970 à 2000. Les 30 dernières années de réchauffement sont celles qui ont fait parler les gens, elles sont impressionnantes. Elles ont la même valeur et la même vitesse que celle du début du siècle, entre 1900 et 1930, où la concentration en gaz carbonique était manifestement extrêmement différente. Donc vous voyez, oui, il y a un réchauffement dans les 30 dernières années dans ces deux continents, mais ce n'est pas le même, et il y en a eu, et il y a eu des périodes de refroidissement dans le passé. Le réchauffement climatique est dû à une trop grosse pollution. Peut-être aussi que la planète d'elle-même émet son propre réchauffement. On consomme X tonnes de pétrole et tout ça, c'est mauvais. Après, il y a aussi des pollutions naturelles comme des éruptions volcaniques. Ou peut-être aussi que le soleil dégage de plus en plus de chaleur. Ça, il y a différentes théories là-dessus, on ne peut pas en être certain. Alors, ce que nous avons remarqué depuis un certain temps, c'est que d'abord, vous le voyez, ce réchauffement n'est pas régulier, et il se trouve qu'il suit certaines des variations à long terme du Soleil. C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Et d'autre part, vous voyez une chose que plus personne ne peut contester, depuis 12 ans, le réchauffement climatique a cessé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas reprendre, mais ça veut dire que la vision qu'on en a de quelque chose d'inéluctable qui a commencé depuis 30 ans et qui va se poursuivre imperturbablement, elle est probablement fausse. De toutes ces observations, nous tirons la conclusion simple, oui, réchauffement climatique, mais très irrégulier d'un endroit à l'autre et d'une période à l'autre, et il n'est en rien démontré, même si c'est une hypothèse intelligente, que ça soit dû au gaz carbonique. Il y a encore beaucoup de boulot avant de pouvoir en être là. Nous pensons que c'est plutôt le Soleil. Je pense que si on faisait déjà tous un petit geste, et si on faisait aussi tous quelque chose en fonction de l'antipollution. Éviter d'émettre des gaz à effet de serre, certainement ça ne peut pas faire de mal, mais c'est certainement pas la panacée. Il faudrait que tout le monde soit citoyen, comprenne qu'il faut s'adapter ou disparaître. Si la norme internationale impose aux citoyens mondiaux de faire quelque chose, je pense que là, ils le feraient vraiment. Vous travaillez sur le dialogue entre science et religion. Pourquoi est-ce important à vos yeux ? Oui, de la même façon qu'il y a une nécessité de dialogue entre les religions, je pense qu'il y a une nécessité de dialogue entre la science, qui est l'outil de crédibilité de notre monde moderne, et les traditions, quelles qu'elles soient, de façon à éviter ce que le penseur anglais, bien connu C.P. Snow, appelait le fossé entre les deux cultures. La culture techno-scientifique de l'homme moderne, qui nous apporte énormément de choses et sur laquelle il ne faut pas cracher, et d'un autre côté, notre culture traditionnelle, enracinée dans des bases religieuses ou spirituelles. Et nous devons essayer de ne pas être schizophrènes. Nous devons essayer de voir si une vision unifiée du monde est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des arguments et il y a des éléments très intéressants. Il y a la science, la religion sont deux choses différentes, mais il y a des questions frontières. Par exemple, ça c'est la science, ça c'est la religion, comme des ensembles. Et il y a des petits points de recouvrement. Ce n'est pas quelque chose de complètement séparé. Et ces points de recouvrement, ce sont des questions sur l'origine de l'univers, sur la nature de la personne humaine. Vous voyez, ce sont vraiment des questions de fond qui se posent à travers les grandes traditions et qui se posent aussi aux frontières des découvertes des sciences les plus en pointe. Et donc c'est assez passionnant aujourd'hui de savoir que l'on peut mettre en place des dialogues entre science et religion, mais aussi, et ça c'est peu connu, des dialogues entre les religions par intermédiaire de scientifiques. Car si vous mettez dans la même salle un astrophysicien juif, un astrophysicien bouddhiste, un astrophysicien musulman, un astrophysicien chrétien, ils auront un langage commun, l'astrophysique, et ils vont peut-être avoir un débat plus riche qu'un pasteur, un rabbin, un imam, etc. Voyez ? Très bien. Et pour illustrer justement ce dialogue entre la religion et la science, nous allons suivre l'interview donc de M. Kowalewski, qui est donc orthodoxe, mais qui est aussi un éminent astronome. Alors, la question principale, qui est d'ailleurs aussi celle à laquelle je me consacre en partie, c'est effectivement, est-ce que, comme le disent les athées, la science est totalement séparée, et même il n'y a que la science qui compte? Certains chrétiens
sépare quand même très fortement les deux. Je crois que la grande idée de Johnstone, c'est qu'il y a en fait des relations entre les deux et qu'une vision du monde ne peut pas être uniquement une vision théologique, pas plus qu'une vision uniquement scientifique, mais que le monde est en fait, c'est l'ensemble des deux dont il recherche, dont le but de grand nombre de recherches dans le monde actuellement est de voir quelles sont les liaisons et quelles sont les caractéristiques théologiques qui sont totalement compatibles avec la science qui, elle, il faut bien l'admettre, donne la vérité, mais je dis bien la science expérimentale, etc., et non pas les théories qu'on en tire qui, elles, sont très souvent teintées d'un certain idéal, ou en tous les cas un certain fond philosophique. Alors qu'estimez-vous comme question la plus importante pour cette génération? Eh bien, je crois que ce qui est le plus important à dire aux générations qui viennent, c'est que nous sommes à un changement très rare, un changement qui arrive tous les 500 ans, un changement, je dirais, de civilisation. On est passé du Moyen-Âge à la modernité, et le mot modernité n'a été inventé par Baudelaire que vers 1860, alors qu'on y était depuis longtemps. Et aujourd'hui, on passe de la modernité à quelque chose que, faute de mieux, on appelle pour l'instant la postmodernité. On appellera peut-être ça l'âge de la connaissance, l'âge de l'Internet, l'âge de l'intelligence, peu importe le nom, mais pour l'instant, on n'a pas encore de nom. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui aux générations qui viennent, c'est que dans cette mutation, on peut aller vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le mur ou on peut trouver de nouveaux territoires de développement. Et pour cela, pour se développer autrement, je crois qu'il faut voir le monde autrement, par l'intermédiaire d'une nouvelle vision de l'homme et du monde, non réductionniste, non déterministe, non mécaniste, dans les sciences contemporaines, ce nouveau paradigme, un paradigme c'est un ensemble de visions du monde que j'ai essayé de décrire dans mon ouvrage « Notre existence a-t-elle un sens ?» Donc premièrement, on peut voir le monde autrement par l'intermédiaire d'une nouvelle vision du monde en sciences fondamentales. Deuxièmement, on peut voir l'économie autrement, une économie post-capitaliste où ce qui compte, ce n'est pas les machines et les capitaux, mais c'est la créativité, c'est les hommes, c'est la création du lien social, c'est la création de solidarité, comme je l'ai dit, avec les microcrédits, commerce équitable ou d'autres, ou systèmes d'échange locaux. Et puis, on peut aussi, ce sera mon dernier point, voir la religion autrement. On peut voir les religions, au lieu de penser qu'on a chacun l'exclusivité de la vérité, ce qui amène évidemment aux guerres de religion et ce qui amène au rejet de l'autre. On peut penser, même si chacun a sa porte favorite, que toutes les religions sont comme des portes dans une grande pièce et que chaque porte vous donne accès à une partie d'une grande pièce, à une partie d'un au-delà, mais qu'aucune des portes ne vous montreront la totalité de cette pièce et que des angles de vue que je n'ai pas dans ma porte, elles existent dans d'autres portes. Et je crois qu'on n'a jamais tué au nom de 80% de la vérité. On a toujours tué parce qu'on pensait, dans les dictatures et autres, avoir 100% de la vérité. Et je pense que la vision que je viens d'évoquer, c'est une vision d'une religion qui n'est pas relativiste. Ce n'est pas toutes les religions se valent. Moi, j'ai mon trou de serrure, vous avez le vôtre. Les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes ont le leur. Et chacun a son trou de serrure ou sa porte pour voir l'au-delà. Et je sais, moi, je pense que celui-là me convient le mieux, je l'ai choisi. Mais je sais qu'il y a des choses dans les autres portes ou les autres trous de serrure, si on prend un modèle plus réduit des autres portes, que le mien ne peut pas me montrer. Et c'est au nom de cela que je vais respecter l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, si on a cette autre vision d'une religion qui n'est plus absolutiste, si on a cette autre vision d'une économie qui n'est plus uniquement basée sur le matériel, le quantitatif, et si on a cette autre vision de la science, je pense que, comme le disent un certain nombre de scientifiques, à commencer par le prix Nobel Elia Prigogine, eh bien, un réenchantement du monde est possible, et je pense que c'est aussi notre mission d'essayer d'y travailler à la mesure de nos moyens. Monsieur Johnstone, merci. Merci. C'était Planète Horizon à l'hôtel des Féans. En attendant le prochain invité, je vous souhaite une bonne journée.